Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mes activités de conseil pour les décideurs politiques qui veulent renforcer leur influence en se basant sur des stratégies de santé, environnement et genre de façon intégrée et transversale. On peut mener des activités, on peut mener des actions, des politiques ou des stratégies en matière de santé, de genre, d'environnement, mais de façon intégrée, c'est ma particularité, c'est-à-dire je prends en compte les trois à la fois pour avoir plus d'impact et pour mobiliser plus d'acteurs. Et comment j'ai eu cette expérience? D'abord, j'ai fait des études en santé publique et j'ai fait des études en coopération internationale et j'ai aussi fait des études humanitaires. Et en Afrique, déjà, j'ai fait aussi des études de médecine en Afrique. Et depuis mes études de médecine, je me suis lancée dans l'associatif. J'ai été présidente de plusieurs associations dans le domaine de la sensibilisation des jeunes sur la santé, le VIH-Sida, la santé de la reproduction. Après, quand je suis venue me spécialiser en France en santé publique et en coopération internationale, quand je suis retournée en Côte d'Ivoire, je travaillais comme médecin et j'ai commencé à mener des activités associatives pour la santé, pour les femmes, pour l'environnement et de lutte contre la pauvreté de façon intégrée. C'est comme ça que j'ai eu cette expérience dans ce domaine qui fait maintenant de 2016 à aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai eu cette expérience associative en matière de santé, de genre et d'environnement. J'ai mené beaucoup d'actions, dont par exemple un prix littéraire international qui rassemblait plusieurs écrivains de France et d'ailleurs, qui visait à sensibiliser sur les questions de violences faites aux femmes et aussi les défis, les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées en Afrique. Donc les jeunes ont écrit des nouvelles sur ces thèmes-là et ce recueil de nouvelles et l'ensemble de leurs nouvelles a été publié dans un recueil qui est disponible sur la FNAC. Et j'ai mené aussi d'autres actions de sensibilisation pour les femmes en matière d'agriculture, en matière de lutte contre la pauvreté, etc. Donc c'est comme ça, avec ces 8 années d'expérience associative, que j'ai aussi conseillé quelques décideurs politiques. J'ai conseillé un décideur politique africain sur des stratégies de santé, environnement, genre, qui prend aussi en compte le volet artisanal, c'est-à-dire le volet culturel en Afrique et de valorisation des matières premières. Quel était ce projet? Il s'agissait des femmes qui produisent qui font la teinture avec des matériaux, avec des substances artificielles dans le fleuve Niger, qui entraînent la pollution du fleuve Niger avec ces substances par les activités de teinture qui sont, parce que les flux, les liquides produits suite à ces activités de teinture, elles pratiquent directement dans le fleuve. Donc ces liquides avec ces produits toxiques sont déversés dans le fleuve et ça peut faire disparaître la biodiversité, aussi la capacité, c'est-à-dire la population halieutique du fleuve peut disparaître suite à ces déversements et aussi, les populations n'auront pas accès à l'eau potable. Or, c'est la seule source d'eau potable pour certaines populations. Et il y a des milliers de femmes teinturières qui pratiquent sur le long du fleuve. Je dis, mais pourquoi ne pas inciter ces femmes à une reconversion, pas par obligation, déjà sensibiliser sur les dangers de ces produits toxiques qu'elles déversent dans le fleuve et aussi les pousser vers une reconversion. Je fais une petite digression, C'est comme dans le domaine des médicaments de la rue. Je dis, mais si les médicaments de la rue sont dangereux, mais c'est la seule source de suivi pour certains commerçants. Donc, si on veut les priver de cette activité, il faut qu'on leur permette de vivre d'une activité où ils vendent des produits qui ne portent pas atteinte à la santé. Donc, comment? Il faut les former sur les dangers des médicaments de la rue qui peuvent être périmés, etc. Et leur donner de nouveaux produits sécurisés qui respectent la réglementation dans le cadre d'une activité bien réglementée. Donc, je reviens aux femmes teinturières. Je dis, voilà, ces femmes, il faut les pousser à se mettre en association, obtenir des financements du secteur public pour leur permettre d'exercer des activités qui ne polluent pas le fleuve et qui leur permettent d'assurer leur subsistance. Comme par exemple, il y a l'activité artisanale de confection de pagne indigo. L'artisanat Dogon est bien développé dans ce domaine. J'en parle dans un livre que j'ai écrit, dont je vous parlerai peut-être un livre qui n'a rien à voir avec le sujet dont je parle aujourd'hui. Je parle de vraiment, j'ai été vraiment admirative de l'artisanat Dogon en termes de confection de pagne indigo et j'en parle dans ce livre qui est paru depuis 2021-2022 dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo à une autre occasion. Donc je trouve ça beau l'artisanat Dogon de pagne indigo. En plus, ça utilise une teinture complètement naturelle. Voilà, qui est l'indigo qui est issu d'un arbre
Et ça utilise, cette technique utilise des matériaux naturels comme la banane, voilà, ce genre de matériaux, l'indigo, donc issu d'un arbuste, et ça n'a pas d'action négative en termes de pollution du fleuve Niger, en termes de pollution de l'environnement. Je dis, ben, et puis c'est une technique ancestrale, c'est une technique maîtrisée par les acteurs traditionnels, les acteurs locaux que sont les femmes. Et en plus, c'est très prisé à l'international. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs chaînes ici en Europe qui vendaient des vêtements inspirés de ce tar indigo-là. J'ai dit, voilà, ces femmes-là, on va faire un projet intégré santé, environnement, genre avec le volet culturel. Et en même temps, il y aura la notion de lutte contre la pollution du fleuve Niger en faisant ce que je viens de dire. Et pour rebondir maintenant sur mon activité de conseil, sur l'influence des décideurs politiques, pour moi, être influent, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est être dévoué aux autres, oui, mais c'est aussi être bienveillant. Parce que j'en parle dans mon livre L'alchimie du pouvoir qui est paru en 2021 à Bamako. Dans ce livre, je parle d'Aristote, je parle d'Alexandre le Grand qui avait pour précepteur Aristote. Et Aristote avait conseillé à Alexandre le Grand d'être bienveillant envers son peuple. Il lui a dit que c'est la bienveillance qui permet de gouverner sur des hommes libres, durablement, de façon honorable et glorieuse. La bienveillance envers son peuple. Ce n'est pas quelque chose de simpliste. Si vous voyez que Aristote a eu à conseiller Alexandre le Grand sur il a enseigné plusieurs préceptes à Alexandre le Grand, dont la bienveillance, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai. La bienveillance, c'est quelque chose que j'avais de façon naturelle, qui m'a poussé à me lancer dans l'associatif, comme je vous l'ai dit, depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, pour les femmes, l'environnement et le genre et la santé. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette expérience sur le terrain en Afrique. Je ne me suis pas lancée comme ça par hasard dans l'activité de conseil des décideurs politiques. C'est sur la base de ce vécu-là, de cette expérience et aussi de mes études. Mais aussi il y a une motivation sincère de bienveillance, de volonté d'être utile, voilà, d'apporter des choses positives aux autres. C'est pour ça que la plupart de mes conseils sont tournés autour du social, la prospérité, d'accord, mais il y a cette notion de bienveillance là qui est toujours présente. Et mes valeurs, les décideurs politiques que je conseille, je cherche des personnes qui sont alignées avec mes valeurs. Et la bienveillance, c'est très, très, très important pour moi. Et la bienveillance est un outil essentiel d'influence. Donc, dans l'alchimie du pouvoir, je vous parle de ces éléments qui renforcent l'influence du leader. Et parmi ces éléments, il y a 3 qui sont essentiels. La bienveillance, l'action et la vision. On aura l'occasion de parler de la vision plus tard. Donc, la bienveillance, c'est très important. Et c'est le moteur de mes activités de conseil. Si vous avez besoin de mes activités de conseil, vous pouvez me consulter sur ma page professionnelle LinkedIn, Aïcha Thiero Yatabari. Mon nom, c'est Aïcha Thiero Yatabari. Vous pouvez me contacter directement sur ma page professionnelle pour mes activités de conseil. Je suis spécialisée dans ces 3 domaines de façon intégrée. Et j'ai écrit aussi plusieurs essais. Donc, la santé environnement en 2022, c'est un de mes essais qui est disponible partout dans le monde. Si vous tapez sur Amazon, le titre sur le moteur de recherche, vous allez trouver en fonction du pays où vous êtes. Je ne vais pas faire de publicité gratuite. Et dans ce livre, je parle des facteurs de pollution du fleuve Niger, de la manière dont on peut les endiguer, parce que le fleuve Niger est l'artère principale de la vie dans cette zone. C'est grâce à lui que les populations ont accès à l'eau. C'est un facteur de subsistance pour d'autres populations, un facteur de transport, même des activités commerciales, artisanales qui sont menées grâce à ce fleuve. Mais on doit les encadrer pour qu'elles soient menées de façon respectueuse, de façon saine, respectueuse de l'environnement, de la santé des populations et surtout de la suivi des générations futures. N'oubliez pas ce point très important, la bienveillance. La bienveillance est la base de l'influence. Merci.